Salut les traders, j'espère que vous allez bien. C'est Sylvain Marche. Je vous retrouve comme chaque jour du lundi au vendredi pour la crypto capsule sur Stradogy. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un focus sur Ethereum. Ethereum qui se porte pas bien du tout depuis déjà un certain temps. Et aujourd'hui, j'aimerais un petit peu analyser avec vous qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va avec Ethereum et faire un focus à la fois sur une partie d'abord graphique, étude purement voilà, analytique, chartiste, et ensuite faire un focus plus fondamental sur le contexte et un petit peu voilà, la feuille de route et qu'est-ce qu'on peut attendre d'Ethereum sur cette deuxième partie de bull market et d'une manière générale pour le futur. Alors évidemment, je préfère le prévenir immédiatement. J'ai pas de boule de cristal. Je ne peux évidemment rien garantir. Je vais simplement essayer de vous donner, vous partager ma réflexion, ma position, des scénarios possibles sur où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on pourrait aller par rapport à par rapport à ces éléments. Et ensuite, évidemment, vous pourrez tirer vos propres conclusions. Donc, vous n'êtes peut-être pas sans savoir, si vous surveillez un minimum les marchés, qu'il y a un sentiment général autour des investisseurs par rapport à Ethereum qui est assez mauvais et qui empire, on va dire, depuis un an, et ça s'est amplifié dans les 6 derniers mois. Donc pour commencer, je voudrais faire un focus purement graphique. Vous savez que moi, voilà, je suis quand même plutôt de la team analyse graphique parce que je considère que le prix incorpore finalement la somme de toutes les informations et de toutes les décisions des investisseurs, et que par conséquent, eh bien, le résultat est déjà entre guillemets sous nos yeux, plutôt que essayer de deviner ce que pensent les gens en faisant des heures et des heures de recherche fondamentale qui parfois en plus n'aboutissent à rien parce qu'on peut arriver à une conclusion, et puis si les autres pensent pas pareil ou n'ont pas la même conclusion, eh bien ils n'auront pas le comportement d'achat attendu, et donc potentiellement on pourra se planter. Je pense malgré tout que la Fonda a une raison d'être, surtout sur le long terme, pour contextualiser les choses, pour identifier des secteurs, des rotations, des narratifs, mais c'est plutôt voilà, pour une vue un petit peu globale, et pour aller davantage dans le détail, dans le timing, c'est évidemment mieux de faire de l'analyse graphique. Donc commençons par l'analyse graphique, puisque c'est quand même mon sujet de prédilection. Et là, on est en train de regarder Ethereum BTC. Donc, on compare la capitalisation de marché Ethereum avec la capitalisation de marché Bitcoin. Donc, l'intérêt de faire cette division-là, c'est de regarder la force relative d'Ethereum par rapport à Bitcoin, de la même manière qu'on peut le faire avec d'autres altcoins pour estimer leur force relative par rapport à la performance de Bitcoin. C'est extrêmement utile et je vous recommande de le faire quand vous avez un doute, quand vous n'êtes pas sûr, quand vous dites tiens, est-ce que j'achète tel alt ou plutôt tel autre, et puis vous passez de l'une à l'autre et puis vous ne savez pas trop quoi en penser, hop, vous vous mettez en BTC, en unité BTC plutôt qu'en unité USD ou euro, et généralement ça clarifie instantanément les choses. Donc Ethereum est en faiblesse depuis maintenant 2 ans, c'est-à-dire qu'il perd de la valeur par rapport à Bitcoin depuis maintenant 2 ans, depuis septembre 2022. Les choses n'ont pas l'air de vouloir se stabiliser ni s'améliorer. On voit qu'on était dans un canal baissier assez clairement défini ici et qu'on en est récemment sorti, non pas par le haut en inversion, mais par le bas. Donc potentiellement une accélération de la baisse et de la faiblesse d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Donc là, on n'est pas du tout dans une situation où, pour moi, c'est pertinent d'essayer de jouer le rebond, d'être contrariant et de se dire, ça y est, là, on est au bout, et donc c'est intéressant d'acheter Ethereum pour jouer un rebond contre BTC. On n'a aucune indication graphique qui laisse à penser que c'est un moment intéressant pour jouer ce type de rebond-là. Donc je vous inviterai à être extrêmement prudent et d'attendre des confirmations beaucoup plus solides d'une éventuelle inversion si elle se produit. On voit que malgré tout que là on est sur une espèce de zone de support qui a déjà un petit peu été travaillée par le passé, mais qui n'est pas non plus d'une très grande solidité, et si elle venait à se céder, on a encore malheureusement pas mal de hauteur pour aller trouver la prochaine zone de travail potentiel. Donc moi, mon avis purement graphique, actuellement, il est extrêmement baissier sur Ethereum si on le regarde en valeur relative Bitcoin. Si on le regarde en valeur relative
Sur les alts en général et pas Bitcoin, et ben, c'est pas mieux non plus. Alors j'essaie de retrouver où est-ce que je l'ai. Voilà, ETH. Voilà, donc là, c'est la capitalisation d'Ethereum face à la capitalisation du Others, qui est la somme totale de la valorisation du marché crypto moins le top 10. Donc c'est intéressant. On voit qu'on a des phases logiques et la dernière ne l'est pas. La première phase logique, c'est celle-ci, qui est l'année 2022 où Ethereum s'apprécie par rapport aux altcoins, ce qui est normal puisque en phase de baisse, Ethereum étant plus lourd que les autres alts, eh bien quand ça baisse, Ethereum baisse moins vite que les alts, donc il s'apprécie en valeur relative, donc ça c'est parfaitement normal. Ensuite, on a une année 2023 où Ethereum perd du terrain face aux alts, ce qui encore une fois est assez logique puisque dans des phases ascendantes, les alts vont avoir tendance à monter plus vite que Ethereum ou Bitcoin que les alts majeurs. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est encore une fois compréhensible. Ensuite, on a de nouveau une remontée d'Ethereum face aux alts sur la première partie de 2024. Donc là, on était encore sur quelque chose de un comportement qui était aussi assez logique, puisque voilà, on a un peu des alternances de phase de marché. Parfois, c'est les grosses capitalisations qui accélèrent, parfois c'est les alts. Il y a des alternances comme ça, il y a des cycles à l'intérieur des cycles de 4 ans, des plus petits cycles. Par contre, là où il se passe quelque chose de très inquiétant, c'est que sur la deuxième moitié 2024, on est dans une phase baissière sur les marchés, d'une manière générale, sur les marchés crypto, d'accord? Donc, dans une phase générale baissière sur le marché crypto, Ethereum est censé s'apprécier face aux altcoins, puisqu'il est censé baisser moins vite que les altcoins. Et ce n'est pas ce qui se produit. Là, il se met à baisser plus vite que la moyenne des altcoins, ce qui est extrêmement inquiétant pour la situation graphique d'Ethereum et le sentiment des investisseurs pour décider s'ils vont acheter ou pas de l'Ethereum. On peut terminer rapidement sur la partie graphique avant que je passe sur la partie fonda, à regarder Ethereum, Ethereum en US dollars, voilà. On va dire la vue la plus classique, où là, on a l'impression qu'il n'y a rien de spécial, puisque ça suit les cycles de marché, bear market, puis se reprend en bull market avec des corrections comme plus ou moins on a par ailleurs. Mais ce qui est inquiétant et qu'on ne voit pas très bien ici, et qu'on voit justement bien quand on regarde face à BTC, face aux alts, c'est pas le mouvement général, c'est les amplitudes. Et là, le problème de l'amplitude, c'est que depuis début 2023, on est actuellement à plus 96% de performance, qui, dans l'absolu, ok, très bien, ça reste mieux que, l'IMO, la bourse, enfin voilà, ça reste mieux que les classes d'actifs traditionnelles sur cette période-là, évidemment. Où c'est voilà, x2 en 1 an et demi, moins de 2 ans, c'est quand même pas si dégueu que ça. Le problème, c'est que dans la même période, Bitcoin a fait 2 fois mieux, quoi. Dans la même période, Bitcoin est à x4, alors que Ethereum est qu'à x2. Et c'est donc là qu'on se rend bien compte de la faiblesse d'Ethereum actuellement face à Bitcoin, face plus localement aux alts ici. On voit que là, depuis mai, il a perdu quand même 40% de sa valeur. C'est pour la crypto numéro 2 en termes de capitalisation de marché juste après Bitcoin, 40% de pertes, alors qu'on est censé être en marché haussier, ou qu'on n'est pas censé être en bear market, c'est absolument énorme. Et on voit que là, voilà, on n'est pas du tout dans une situation où c'est encore intéressant de pouvoir jouer un éventuel compensation, un éventuel arbitrage à la hausse, et que potentiellement, ça peut encore aller nulle part, voire baisser pendant encore un certain temps. Et ça dépendra de quoi? Ça dépendra pas du prix, parce qu'on ne peut pas anticiper ça dans le prix, mais ça dépendra aussi un petit peu de la compétitivité d'Ethereum face à ses concurrents. Donc un mot sur ça pour maintenant faire cette deuxième partie de vidéo et puis essayer de rester sous mes 15 minutes réglementaires journalières par rapport à un petit peu, voilà, on en est où sur un petit peu voilà, la feuille de route d'Ethereum. Il y a quand même des choses qui sont pas si mauvaises que ça quand on va sur ethereum.org et qu'on regarde la roadmap. Un petit peu, là, ils ont résumé 4 points clés sur lesquels ils essayent de travailler actuellement.
à améliorer. Faire des transactions moins chères, ça, c'est la bête noire d'Ethereum depuis le début. Et malheureusement, et c'est peut-être une des raisons, pas la seule, mais une des raisons qui fait que Ethereum est en train de perdre du terrain face à ses concurrents, eh bien, c'est que le passage de la preuve de travail en preuve d'enjeu, donc proof of work en proof of stake, n'a pas été aussi significatif en termes de baisse des frais de transaction qu'on l'espérait. Donc je pense qu'il y a eu une forme de désillusion par rapport à ça, qui est Ethereum, c'est cher et ce sera toujours cher quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et ça, c'est évidemment un gros problème face à du Solana, face à du Phantom, face à tous les Layer 1 modernes qui ont des frais de transaction nativement sur leur couche Layer 1 sans avoir besoin de faire des roll-up des Layer 2 infiniment moins cher et aussi très souvent plus rapide à exécuter que sur Ethereum. Donc je pense qu'il y a une première déception par rapport à ça. Pas vraiment de visibilité sur comment est-ce que ça pourrait s'améliorer. Parce que oui, ils mettent cheaper transaction, ils vont essayer de continuer à réduire les frais, c'est bien joli. Mais si on regarde maintenant la roadmap technique de Ethereum, qui a été mise à jour par Vitalik Buterin début 2024, c'est en tout cas à ma connaissance la dernière grosse update technique qui a été présentée sous ce format, et bien en fait à aucun moment dans les différentes dimensions d'amélioration technique, on ne voit écrit baisse des frais. Hein. C'est écrit nulle part. Hein. C'est écrit absolument nulle part. Baisse des frais. Là, ok, on veut essayer de pouvoir gérer plus de transactions par seconde. Sauf que, comment est-ce qu'ils veulent générer plus de transactions par seconde? Eh bien, en fait, en s'appuyant sur les roll-ups, donc en s'appuyant sur les Layer 2, donc sur les blockchains qui sont construites sur la blockchain Ethereum et qui font ce qu'on appelle des roll-ups, donc ils groupent les transactions pour mutualiser les coûts et que ça coûte moins cher à exécuter que si on était sur la couche de base et que donc du coup Ethereum devient une espèce de couche de settlement, je ne sais pas comment on dit en français settlement, une couche de, voilà, désolé, je n'ai pas le terme là en français qui me vient pour le couche de settlement, vous pourrez me le mettre en commentaire, mais bon voilà, si vous êtes un minimum anglophone, vous voyez ce que je veux dire. Donc une couche un petit peu de validation finale de transaction et qui est un peu l'infrastructure sur laquelle on construit d'autres blockchains et des dApps sur ces blockchains, etc. C'est quand même, dans l'absolu, on pourrait se dire, ok, très bien, ça devient une couche de settlement, super, il y a des layers 2 par-dessus qui font le taf pour l'utilisateur final. Le problème, c'est que ça crée un énorme morcellement. Parce que des Layer 2 sur Ethereum, il y en a 15 000. Et que du coup, ah tiens, je veux utiliser telle application, acheter tel token. Ah, il est que sur ce Layer 2, mais moi je suis sur celui-là. Il faut que j'aille les bridger d'un Layer 2 à l'autre. Ou que j'utilise que des apps ou que des tokens où il y a des deux côtés. Mais parfois, il n'y a pas assez de liquidité d'un côté, il y en a plus de l'autre. Enfin, dans la pratique, c'est pas comme ça, les gars, qu'on atteint comment dire, désolé, je trouve pas mon mot aujourd'hui, la génération, l'adoption de masse, voilà. Pas comme ça qu'on atteint l'adoption de masse. Donc pour moi, ça, c'est une direction qui est plutôt inquiétante que Ethereum se dise, bon, finalement, on va résoudre le problème du volume de transactions qu'on peut processer à la seconde en s'appuyant sur les Layer 2. Ensuite, sur le Scourge, alors là, c'est quelque chose de beaucoup plus technique. Ah non, ça c'est par rapport à la centralisation. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes de pouvoir atteindre une meilleure décentralisation. C'est quelque chose qui a été beaucoup reproché à Ethereum, mais on voit qu'ils en sont qu'au début du processus et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Verge, c'est pour les preuves, les zero knowledge proof. Désolé, aujourd'hui, commence à être la fin de semaine, j'arrive pas forcément à trouver mes mots en français. Ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire de pouvoir prouver quelque chose sans avoir à dévoiler l'information. Donc ça, c'est quelque chose, toutes les blockchains sont en train d'y passer. C'est bien que Ethereum y passe aussi. Voilà, et puis après, Purge et Splurge, c'est du nettoyage, de l'optimisation. Donc dans tout ça, on voit qu'il y a quand même un certain problème. Hein. Le merge n'a pas réussi à faire baisser les coûts autant qu'on l'espérait. Le surge résout la problématique du volume de transactions, à mon avis, dans une direction qui est inquiétante pour l'adoption de masse.
Le Scorch pour la centralisation, ils en sont qu'au début. Le Verge pour le fait de respecter davantage la vie privée et de ne pas avoir à dévoiler des informations tout en pouvant les prouver. Bon, bah, c'est bien de le faire, mais bon, les autres le font aussi. Hein, voilà. La purge et la splurge, c'est juste de l'optimisation. Donc c'est vrai que d'un point de vue technique, bah, peut-être qu'il y a une perte de confiance sur le fait que Ethereum puisse rester le leader incontesté des layers 1. Donc voilà, donc oui, visiblement, ils ont quand même, d'une manière générale, continué à essayer de faire des transactions moins chères, plus de sécurité, une meilleure expérience utilisateur. Alors si c'est pour avoir 15 000 roll-up et faire du bridging dans tous les sens, je ne sais pas trop comment ils vont y arriver. Future proofing, je ne sais pas ce que c'est, mais bon voilà. Évidemment qu'ils ont des bonnes intentions. Sur l'user experience, il y a quand même une chose qui est intéressante sur laquelle travaille Ethereum et les autres blockchains ont peut-être a priori du retard par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle les smart contract wallets, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir des wallets qui sont plus simples à créer et à utiliser que le système technique actuel avec les clés privées à stocker, il ne faut surtout pas les perdre, il ne faut pas se les faire pirater, le système pour signer les transactions, tout ça est quand même très technique et ce serait bien d'avoir une espèce de surcouche qui vient masquer la technique pour un utilisateur lambda qui a juste à cliquer sur 3 boutons pour envoyer des fonds, en recevoir, interagir avec des smart contracts, etc. Voilà, donc il y a quand même certaines choses qui sont positives, ils ont certainement des bonnes intentions, mais on voit que c'est quand même pas simple que ça et qu'il y a des blockchains qui se créent, qui ont nativement déjà de base résolu des problèmes sur lesquels Ethereum essaye de résoudre depuis maintenant des mois, voire des années. Donc on voit que globalement, bah, c'est encore pas très encourageant. Je vois que je suis en dépassement là par rapport à mes 15 minutes. Je vais conclure là-dessus pour aujourd'hui. Mais bon, c'était quand même dense. Hein. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Hein. Ethereum, c'est pas non plus voilà, le petit token du moment où je vous dis, tiens, il y a une opportunité pour faire x2 et puis il n'y a pas grand-chose à commenter. Donc l'action du prix, pas du tout à maturité pour se positionner. La feuille de route, il y a des bonnes intentions, mais on voit quand même intrinsèquement des problèmes techniques qui leur font prendre du retard par rapport à des concurrents qui ont des technologies plus modernes. Donc peut-être que le futur, c'est que Ethereum continue de perdre des parts de marché et qu'entre guillemets, ça devienne normal, pas forcément parce que Ethereum va disparaître, va aller à zéro, etc., mais peut-être qu'il est voué à simplement lâcher des parts de marché à ses concurrents. Et donc là, on est en train de faire un repricing de la valeur réelle d'Ethereum par rapport à l'état du marché et l'état des concurrents et qu'une fois que ce repricing sera fait, eh ben, on pourra peut-être retrouver un comportement relatif plus intéressant pour se positionner sur Ethereum. Il faudra aussi attendre de voir que certaines étapes techniques soient validées et aient des résultats concrets peut-être un petit peu plus encourageants que ce qu'on a actuellement. Voilà, donc j'espère que cette analyse qui était un petit peu plus longue que mes 15 minutes mais voilà, et vous aura quand même intéressé et ces 18 minutes qu'on a passées ensemble, désolé, je suis un petit peu obsédé par ça, eh bien auront été intéressantes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a été instructive et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très utile pour être informé de quand je fais des nouvelles vidéos et puis de un petit peu relancer cette chaîne que j'avais un peu laissé tomber, que je suis en train de relancer comme vous pouvez le voir. Je vous dis à demain, donc comme toujours du lundi au vendredi, pour une crypto capsule journalière avec un focus spécifique à chaque fois sur un sujet en particulier. Si vous avez des choses que vous souhaitez que je traite, n'hésitez pas à le mettre également en commentaire. Et d'ici là, comme toujours, bon vent et bon trade. Salut!